Bonjour Mario. Des bonnes nouvelles, le gouvernement en a besoin. Monsieur Legault était bien heureux hier d'aller annoncer, de participer, c'est pas le gouvernement qui investit, mais d'annoncer cet investissement de Rio Tinto au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un énorme investissement. On parle de 1,7 milliard pour la réfection, la rénovation d'une centrale hydroélectrique qui appartient à Rio Tinto, là, à île Maligne, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est un investissement qui vient, comme tu le disais, en totalité de Rio Tinto. Le gouvernement n'a pas mis un rond là-dessus, mais c'est surtout un gage de confiance dans l'avenir de notre industrie de l'aluminium. Là, quand des grandes entreprises viennent en plein milieu d'une crise tarifaire avec les États-Unis dire qu'ils sont prêts à mettre 1,7 milliard, c'est dire qu'il y a un risque qui est calculé, que ça vaut encore la peine d'investir au Québec, d'investir dans l'industrie de l'aluminium. Ça envoie au message aux petits joueurs également qui ont peut-être les reins moins solides qu'un Rio Tinto de dire, ben, nous, on considère qu'il y a encore beaucoup à faire en matière d'aluminium au Québec. C'est pour ça qu'on met 1,7 milliard de notre poche sur la table. Ça doit faire plaisir à François Legault parce que c'est aussi lui, évidemment, il met pas d'argent, mais il met en sorte que l'écosystème puisse avoir confiance en l'avenir, qu'on va se battre pour cette industrie-là, qu'elle ne va pas être sacrifiée par ni le gouvernement provincial ni le gouvernement fédéral. Et des nouvelles comme celle-ci, ben François Legault en avait besoin politiquement que des entreprises aient confiance en l'économie québécoise et décident d'y investir de l'argent. Disons que c'est pas les investissements privés là qui courent de ces temps-ci avec l'incertitude économique qui pèse sur l'entièreté de la planète, mais ici particulièrement ici au Canada et au Québec. Je trouve qu'on ne réalise pas encore à quel point c'est important. Je trouve qu'on n'en Ouais, parle pas assez à quel point l'annonce d'hier était majeure. ouais, absolument, absolument. En rappelant, c'est quand même, c'est tout ce deal, hein. C'était Alcan à l'époque. Les Oui. gens là-bas disent encore Alcan. C'est Rio Tinto, la compagnie maintenant, une compagnie mondiale dans le domaine. Mais l'Alcan avait des deals où on leur donnait finalement la puissance d'une rivière en échange des emplois. Là. Cette électricité-là leur coûte pas cher. Évidemment, là, on le voit, elle leur coûte pas cher, mais ils investissent 1,7 milliard pour rénover le barrage. C'est pas Hydro-Québec ou c'est pas le gouvernement qui paye le barrage, mais je veux dire, ils fabriquent leur électricité eux-mêmes, mais on leur donne ni plus ni moins que la puissance de la rivière, à peu près pour des redevances très, très, très minimes. En échange du fait, évidemment, qu'ils font vivre économiquement, là, ils font vivre, ils donnent les Toute meilleures une payes, puis tout région. ça, dans toute une région. Mais c'est ça, c'est qu'ils considèrent que ce deal-là est encore valable en 2025 avec les nouvelles conditions. Commission d'enquête. Et je te fais une parenthèse, là, le Devoir, il y a 10 minutes, une nouvelle de dernière heure du Devoir sur Lyon Électrique, qui semble qu'il y aurait, sans l'argent du gouvernement, avec juste la garantie du gouvernement d'acheter des autobus, d'acheter des autobus électriques, mais qu'il y aurait un groupe d'investisseurs. On en saura probablement plus en cours de journée. Il y aura un groupe d'investisseurs. C'est le Devoir qui l'a sorti. Marc, toute la semaine, la nouvelle courait, la Oui, nouvelle flottait, courait. là, mais ce serait confirmé comme prévu ce matin. Donc, un groupe d'investisseurs va sauver, entendons-nous, sauver Lyon Électrique, sauver la portion de base des autobus. C'est plus la grosse compagnie avec une usine aux États-Unis, puis des camions, puis des batteries, puis On on est... revient à la base. On revient à la base, base, base. Bon, ça clique, un premier document décaviardé qui a été présenté hier, un document du conseil d'administration là, qui a été présenté à la commission d'enquête. Un document que le gouvernement refusait de décaviarder avant. On se rappelle de Monsef Déragi qui réclamait que les documents soient décaviardés, les procès-verbaux du conseil d'administration. Ben là, voilà un document qui vient d'être décaviardé par la commission Galant. Il s'est retrouvé sur le site Internet. Et qu'est-ce qu'on y apprend, Mario? On y apprend que le gouvernement était au courant des dépassements de coûts déjà en septembre 2022. La phrase qui est écrite de mémoire, c'est que les instances gouvernementales ont été averties. Ça va en contradiction avec la version du gouvernement qui dit qu'il n'avait absolument aucune idée en septembre 2022 qu'il y allait avoir des dépassements de coûts, parce que rappelons-nous qu'en septembre 2022, c'était en fait, on nous disait pas, on nous disait que tout allait bien, ça clique, bon, il peut y avoir quelques dépassements de coûts, mais c'est pas majeur. Or là, on le voit, c'est clair, c'est net. Non seulement les instances gouvernementales étaient au courant, mais on parle, Mario, de 800 000 heures facturables qui n'étaient pas prises en ligne de compte à la base.
800 000 heures. C'est énorme, 800 000 heures. Je ne sais pas comment on est rendu à avoir des marges d'erreur de 800 000 heures d'heures facturables qui n'étaient pas considérées, mais c'est absolument énorme. Et rien que ce chiffre-là qui frappe l'imaginaire aurait dû lever des drapeaux, lever des lumières rouges, allumer des lumières rouges aux instances gouvernementales. Comment se fait-il qu'on parle de 800 000 heures d'heures de facturation qui n'étaient pas comptabilisées? Mais on n'a pas encore entendu François Bonnardel ni Geneviève Guilbeault nous réagir à ce document-là. Faut dire c'est encore très mollo à la commission Galland pour le moment. Là, on voit des Mais le anciens gros présidents. témoignage, ouais, mais le gros témoignage, je pense que ça va être celui de M. Malenfant, là, C'est qui ça. était le. C'est Celui lui qui qui est le menait le attendu. projet, c'est lui qui menait le projet. Parce que je lisais la résolution. Mettons, moi, j'essaie toujours de me Ouais. mettre dans la peau des autres. Mettons, moi, je suis sur le conseil d'administration de la SAC. La résolution où ils décident, là, OK, on sort hors budget, là, on dépasse les coûts. T'as vu comment c'est rédigé, là? Tu sais, c'est super technique. Ça dit, bon, OK, l'enveloppe est vidée. Là, 480 quelques millions prévus, on l'a tout dépensé. Mais là, c'est comme ça laisse entendre que là, t'as pas le choix, tu peux pas abandonner. Puis c'est sûr qu'une fois que t'as dépensé un demi-milliard, est-ce que tu peux arrêter le projet et dire, ben là, regarde, Et non. on repart à zéro. Puis là, ben, ça dit, regarde, les sommes nécessaires pour la phase 2.5 et 3, il n'y a pas de montant, il n'y a pas. Fait que tu sais, tu peux penser que, en tout cas, je sais pas ce qu'on leur présentait, mais en tout cas, dans la résolution, t'as l'impression que c'est un dépassement de coût qui pourrait être raisonnable, tu sais, que, ben, puis que si tu votes pas pour ça, ben, t'es tombé ça. Ben, est-ce qu'ils ont posé les questions? Est-ce qu'on. On a juste le compte-rendu, c'est le procès verbal, là, c'est le compte-rendu de la résolution adoptée. On n'a pas toutes les discussions, tout le placotage qu'il y a pu avoir, les questions qui ont pu être posées autour. Mais la résolution est rédigée que ça a l'air évident qu'il faut que tu votes pour ça. Alors que quand tu le regardes des années plus tard, 3 ans après, tu te dis, OK, mais ce jour-là, il enlevait le verrou pour un dépassement de coût qui a coûté finalement 500 millions, pas 2 millions de plus, mais qui a doublé le prix, là. Ben, c'est là la différence dans la gouvernance entre un président de conseil d'administration puis un membre d'un conseil d'administration. Parce que le président du conseil d'administration qui prépare en amont une résolution, qui prépare en amont une réunion du conseil d'administration doit s'attendre et doit s'organiser et c'est sa responsabilité de s'assurer que les personnes qui prendront la décision auront l'ensemble Ouais. de la documentation, des chiffres Comprennent et la une gravité, la compréhension. portée. Ouais, je comprends. Exact. Effectivement, tu fais Et, bien de le dire. et hier, on n'avait pas l'impression que les membres qui se sont succédés avaient vraiment l'impression que c'était grave lorsqu'ils votaient puis lorsqu'ils prenaient ces décisions-là. Pour eux, on nous l'a présenté, on a dit que c'était la seule manière de continuer, puis on l'a voté. C'est à peu près ça, là, puis je caricature. Mais heureusement qu'il y a eu un changement dans la présidence du conseil d'administration. Bon, maintenant, il y a Dominique Savoie qui était la secrétaire générale du gouvernement. Je pense qu'il y a plus de questions qui vont être posées. Je pense qu'il y a plus de documentation et plus d'informations qui vont être partagées avec le conseil d'administration. Merci, Yasmine. Bonne fin de semaine. Au Bonne revoir. fête lundi, Mario! Merci. Oublie pas! Bonne Merci. fête! Bye-bye.